Alors, je vais présenter rapidement nos personnes à cette table. Donc, Emmanuel Duez, je veux dire entrepreneur, mais certains ont eu l'occasion de te voir hier. Ça va mieux depuis hier? Ça va mieux, bonne nouvelle. Cédric, comment présenter Cédric? Mathématicien, député, et bientôt peut-être autre chose, on va dire. Et Marcel, historien, philosophe, que certains ont eu également l'opportunité de voir hier. Le sujet qu'on va essayer d'aborder, c'est de réflexion pour un monde meilleur. Vaste sujet. Je sais que Marcel Gaucher m'a dit hier, j'ai déjà la conclusion, mais on va quand même essayer de faire un petit peu la discussion. Je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le fait que le monde soit meilleur aujourd'hui ou qu'il était par le passé. C'est une discussion, mais je pense que tout le monde est unanimement persuadé qu'il pourrait être meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Les inégalités sont immenses dans l'éducation, dans les richesses, dans l'espérance de vie, dans l'accès aux ressources, dans l'énergie, dans la santé, dans les technologies, j'en passe, c'est des meilleurs. On trouve de moins en moins de climato-sceptiques. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Climato-sceptique qui nierait qu'on est en train de vivre la 6e extinction massive. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais donc, du coup, on va essayer de voir ce que ça peut être un monde meilleur. Et la première question piège, c'est comment définiriez-vous un monde meilleur? Marcel, vous voulez y aller? Vous voyez qu'on a beaucoup préparé, mais moi j'aime la spontanéité, donc là vous allez avoir de la spontanéité. En réalité, la réponse pour le sens commun, dont nous participons tous, vient tout de suite. Un monde meilleur, c'est un monde où les gens sont plus libres, plus riches, où ils ont plus de moyens techniques à leur disposition, dans tous les sens. Et puis, une fois qu'on a formulé cette réponse, qui est celle évidente, puisque ce sont les axes de la vie de tous les jours dans le monde où nous vivons, on s'aperçoit que, finalement, même si on est plus riche, plus libre, et qu'on a des moyens techniques extraordinaires, le monde n'est pas meilleur pour autant. C'est là que la question commence. C'est-à-dire que la question commence là où on a épuisé toutes les ressources intellectuelles qui nous font penser spontanément la recherche du meilleur. Ça veut dire que le monde meilleur est particulièrement difficile à trouver. Je vais commencer par évoquer une discussion qu'on avait eue avec le musicologue Carole Beffa, un copain à moi. On a fait dialogue ensemble. Et quand on nous interrogeait sur la notion de progrès, lui, le musicien, disait en substance « je ne crois pas au progrès », là où le mathématicien que j'étais avait grandi en termes de formation dans l'idée qu'il y avait un progrès constant au niveau scientifique et technologique, et même au-delà du cliché selon lequel tout aurait été fait en mathématiques il y a des siècles. En vrai, quiconque s'est plongé dans la recherche mathématique sait que l'état actuel de la science aujourd'hui est 10 fois, 100 fois meilleur, plus intéressant, plus sophistiqué, plus riche, plus passionnant que ce que c'était il y a un siècle. Et ici, on voit la question, si je rebondis sur ce que disait Marcel Gaucher à l'instant, niveau scientifique, niveau technologique, on a utilisé toutes les ressources de notre cerveau et on est allé jusqu'à des sommets qu'on n'imaginait même pas. Et pour autant, ça ne nous a pas rendus spécialement plus heureux, spécialement plus libres, et parfois ça a été le contraire de l'effet observé. Quand Internet est arrivé, c'était la promesse de communication universelle, l'abolition des frontières. Le gamin allait pouvoir discuter avec un prix Nobel et on pourrait faire ce qu'on voulait, oublier les handicaps qu'on a en termes sociaux, en termes physiques et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, l'Internet est associé à la manipulation de masse, à la surveillance, à l'insécurité, puisque les cyberattaques vont faire partie de notre monde de plus en plus, et à la tension, à tel point qu'on se retrouve à avoir des stages de déconnexion, des séminaires pendant lesquels on apprend à ne plus utiliser son téléphone portable, et ainsi de suite. En bref, les outils supplémentaires dont nous sommes dotés ne nous ont pas rendus tellement plus heureux. Et puis, on a appris autre chose, c'est qu'il y a une notion de monde meilleur dans la durée, et que c'est bien beau d'utiliser toutes les ressources de la Terre et de notre cerveau pour
avoir la meilleure vie possible, mais si on le fait sans penser aux générations à venir, on est juste une génération égoïste. Et là, il y a la réalisation dure, ce que tu disais, la 6e extinction des espèces. Est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, est-ce que nos petits-enfants connaîtront les orang-outans? Ce genre de choses dures. Est-ce que on s'achemine vers un monde monde envahi par les déchets? Est-ce qu'on s'achemine vers une terre invivable? En bref, le monde meilleur, à quelle échéance? On est assez pressé, hein. Emmanuel. Pour moi, un monde meilleur, c'est la question du commun. Parce que si le monde manque de quelque chose aujourd'hui, alors qu'il est en proie à de nombreuses menaces, c'est probablement d'un intérêt collectif qui nous transcende et qui nous réunisse. Et je pense que ça, c'est le mal ultime. Et donc, ça serait l'objectif ultime à pouvoir recouvrer, qui me semble être la condition sine qua non de n'importe quelle mise en mouvement. Se dire, finalement, au-delà de nos différences, au-delà de nos égoïsmes, au-delà de nos cultures, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'humanité fait société, pour de vrai, et qu'elle est à la hauteur de ce que les humanités veulent dire et à hauteur de ce que la philosophie humaniste a légué comme héritage. Et la deuxième réflexion que j'avais par rapport à cette question, c'est l'idée que quand on se dit qu'est-ce que c'est qu'un monde meilleur, on est tous là en train de réfléchir et c'est super, mais ça fait rien avancer. Donc là, je vais plutôt prendre ma casquette d'entrepreneur. Je trouve que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on se bouge tous le cul pour faire en sorte que les lignes de la société et des enjeux évoluent de manière significative. Et donc, un monde meilleur, c'est peut-être déjà un monde dans lequel on est en mouvement. Parce qu'on y reviendra probablement par la suite. Je pense que le grand drame actuel, c'est qu'on est tous spectateurs conscients, avec plus ou moins d'acceptation d'ailleurs de ce qui est en train de se passer, mais on est globalement quand même tous des spectateurs. Le jour où on sera tous des acteurs à notre échelle et qu'on aura l'audace de faire face à notre responsabilité, parce que pour reprendre les propos de Cédric, je pense qu'en effet le digital a eu cet effet collatéral extraordinaire de nous rendre plus puissants que jamais. Et que la société maintenant, c'est une myriade d'individus qui, à la force d'un clavier, peut faire tomber un gouvernement. Donc une fois qu'on a ce pouvoir immense de pouvoir impacter la société, parce que quand on consomme, on vote, parce que quand on s'engage pour une entreprise, on vote, parce qu'on a le pouvoir en fait d'infléchir le cours de l'histoire, ça veut dire qu'on a une responsabilité immense. Et je pense qu'aujourd'hui, l'humanité, elle est un peu tétanisée par rapport à cette responsabilité individuelle et collective qui lui incombe, alors que par le passé, c'était quand même assez pratique de se dire que c'était la faute des États, c'est la faute des syndicats, c'est la faute du patron qui est méchant, c'est la faute des politiques qui sont cons, qui sont à la ramasse, qui sont déconnectés. Ouais, mais aujourd'hui, en fait, c'est notre faute à nous, tous. Et je pense que c'est ça, s'il y avait une rupture fondamentale du monde d'aujourd'hui, ça serait celle-ci, c'est que voilà, on a tous la responsabilité, le devoir, l'obligation morale. On y reviendra par la suite. Pourquoi pour nos enfants, pour des raisons éthiques, de faire bouger les choses. Et on est là comme des poules en face de nos fourchettes, en train de se dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà, et on se pose des questions. Marcel. Mais vous voyez, on se met en mouvement. On a tous les moyens de se En marche, comme diraient d'autres. J'avais évité soigneusement toute allusion politique. On se met en mouvement et on a absolument toutes les ressources pour le faire, à commencer par la liberté, qui n'est pas la moindre des vertus du monde où nous sommes. Mais finalement, où nous mène ce mouvement ? Je dirais que c'est ça la question, et ce qui renvoie très exactement à ce que vous disiez. C'est que nous savons faire, nous ne savons pas réfléchir aux conséquences de ce que nous faisons. C'est toute la problématique que développait Cédric Villani. C'est que nous avons vécu depuis 2 siècles avec une idée naïve du progrès, qui était que si on libérait les forces du mouvement dans la société à toutes les échelles, eh bien, automatiquement, en quelque sorte, par agrégation, on arriverait à un monde meilleur. Et on s'aperçoit aujourd'hui, en grand, même si cette question turlupine pas mal de cervelle depuis longtemps,
que l'agrégation de toutes ces initiatives, qui a des effets prodigieux, n'en produit pas moins pour autant le mieux que nous espérions, comme si la somme devait nécessairement aller dans le sens du mieux. Le mieux comportant toujours une contrepartie qui n'est jamais intégrée dans le raisonnement de départ. Il y a eu aussi un changement de paradigme, on va dire, sur les dernières décennies, sur notre rapport par rapport à la nature. Et je crois très clairement, il y a eu l'époque où on se voyait le progrès comme une conquête sur la nature. On apprivoise, on ordonne, on met à son service. Et on utilise toutes les ressources pour vaincre les contingences liées à la nature. Et puis arrive le retour de bâton où on se rend compte qu'on est obligé de faire avec et on ne peut pas faire contre. L'invention du plastique, ça a été considéré comme un progrès extraordinaire pour l'humanité, le matériau parfait, tout ce qu'on voulait, qui avait les propriétés qu'aucun autre matériau naturel n'avait. Maintenant, le plastique, c'est devenu la bête noire de n'importe quel pays qui veut se développer de façon écologique. Et le dernier salon de l'agriculture, il y avait tous ces stands sur l'utilisation d'agriculture de végétaux dans les matériaux biosourcés, dans les constructions de l'avenir, tout ce qu'on peut imaginer qui n'utilise pas le plastique. Si on reste dans l'agriculture, il y a eu une époque où le progrès, le monde meilleur pour l'agriculture, c'était très clairement les meilleurs phytosanitaires, les meilleurs engrais, les meilleurs pesticides. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est exactement le contraire. Comment se passer des pesticides? Et les plans actuels, quand vous demandez au CNRS, à l'INRA, c'est quoi l'avenir de l'agriculture, ils vous disent l'avenir, c'est le zéro phytosanitaire. Pour beaucoup d'agriculteurs, quelque chose d'incompréhensible. Et nous, scientifiques, on se fait souvent prendre à partie là-dessus. Genre, mais vous voulez supprimer les engrais, mais c'est un retour à l'obscurantisme. Bon sang, enfin, Villani, vous êtes scientifique, vous savez bien qu'on a besoin de ces engrais. Et puis de l'autre côté, il y a les écologistes qui disent, bon sang, mais évidemment qu'il faut s'en passer. Vous êtes scientifique, vous savez bien qu'on a besoin de revenir à quelque chose qui est entièrement... Et alors, on se retrouve pris entre les deux, si on veut. Je l'ai vécu physiquement, ça, pris entre les uns et les autres. Et obligé de dire, non, mais les paramètres ne sont plus les mêmes. On a appris que l'univers est fini, on a une obligation de ressources, on a changé notre façon de voir le progrès et les outils à disposition. Et pour les agences d'évaluation des risques, c'est un cauchemar. Vous leur filez le pesticide et tout, ils vont dire, OK, on est bien obligé de dire que ça correspond au standard tel qu'il est là et qu'il n'est pas dangereux au sens habituel. Sauf que produit, plus produit, plus produit, plus produit... Avec l'abondance, avec la multiplicité, vous faites toute la somme des produits dont chacun n'est pas dangereux en soi, vous aboutissez à une situation délétère. Délétère vous a pas plu? Bon, allez. Vous mettez le mot que vous voulez, quelque part entre dommageable et létal. Mais vous voyez, la contradiction que Cédric Villani vit physiquement en tant que député, elle est le cœur de tout le mouvement de notre société. Parce que d'un côté, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord sur ce mouvement de réévaluation du rapport à la nature, mais de l'autre côté, la dynamique de notre monde va vers une artificialisation de plus en plus poussée, dont la simple expression est la métropolisation du monde. Qu'est-ce qu'une métropole? Un technocosme dont le degré d'artificialisation, d'ailleurs, ne cesse de croître avec la numérisation, la ville intelligente, etc. Et de l'autre côté, culturellement, alors nous sommes dans le comble de l'anti-nature. Hein, avec, en gros, si on écoute les écologistes les plus radicaux, le projet de rendre toute la faune sauvage végétarienne, ce qui n'est peut-être pas facile à réaliser, mais il y a quelque chose comme ça dans l'air. Donc, il faut que les loups, il nous faut des loups, mais des loups qui non seulement ne mangent pas les brebis, mais qui broutent avec les brebis. Donc, c'est difficile à obtenir. On est dans une contradiction béante qui justifie... Il y a quelque chose à faire en politique avec ce concept des loups qui... Je n'en doute pas. C'est cette contradiction qui fait qu'on se pose la question. Elle est
effectivement nouvelle à ce degré d'ampleur, parce que nous sommes partagés entre des moyens de conscience de l'impact de nos actions tout à fait nouveaux, c'est ça le nouveau paradigme dont parlait Cédric, et c'est d'autre part le mouvement spontané et de notre mode de raisonnement, c'est l'artificialisation croissante. Donc nous sommes déchirés. Il y a un ADN dont on a hérité, dans lequel il y a notre instinct de survie qui nous fait préférer le court terme au long terme, qui ne facilite pas le problème non plus. Et puis, il y a le sujet qui était en filigrane aussi derrière ce que disait Marcel. L'individu versus le nombre. L'action de l'intérêt individuel n'est pas forcément l'intérêt collectif. Et quand on se retrouve avec les milliards et milliards d'habitants, avec chacun un mix d'intérêts individuels et collectifs, l'affaire est très compliquée. Emmanuel avait raison de placer aussi d'insister sur la notion de commun. Aujourd'hui, on a plus que jamais la sensation de cette question des communs sur tous les sujets. Le commun, ça va être la biodiversité à préserver, ça va être les métaux rares, ou ça va être, dans le contexte de la ville, l'espace de la chaussée, qui est un bien commun, que se disputent tous les utilisateurs, et les trottinettes, et les scooters, et les voitures, et tout ce qu'on veut. Ça, c'est pareil, on n'aime pas vraiment l'effet court terme en ce moment. Hein. Oh, en ce moment, c'est un commun qui est très, 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 très convoité, l'espace. Et puis, un commun, ça pourrait être les fameuses données, qui, quand on les données médicales, données de santé, tout ce que vous voulez, quand on les met ensemble, permettent d'obtenir, par recoupement statistique, par fouille de données, des informations nouvelles. On a toute cette question d'organisation des biens communs sur lesquels il y a une pression plus que jamais. Quand j'écoute en fait mes deux compères de table ronde, je me dis qu'on a également un élément de réponse sur la question que tu n'as pas posée et que tu aurais pu poser, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là ? C'est qu'un citoyen lambda, il comprend 5% de ce qu'on vient de se dire. Non, mais c'est vrai. C'est un discours en fait d'un niveau d'abstraction et de complexité aujourd'hui. On va attaquer la démocratie dans pas longtemps, là, je pense. Non, mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est un discours d'un niveau d'abstraction qui est hyper important. Aujourd'hui, on est rentré dans un monde qui est éminemment complexe, où il y a l'individu, le collectif, le particulier, le bien commun, le digital, ma vie en tant que caissière, ma vie en tant que chauffeur de taxi, la plateformisation de la société, la globalisation, l'accélération, les transformations génétiques, on va vivre 1000 ans. Et au milieu de tout ça, en fait, je pense qu'il y a un élément à côté de la tétanique que j'évoquais tout à l'heure, qui est important à avoir en tête dans une table ronde comme celle-ci, c'est que la plupart des gens, et dont je fais partie pour certains sujets, évidemment, et dont on fait tous partie, passent à côté de la complexité du monde d'aujourd'hui. Edgar Morin aurait eu sa place ici pour parler de la pensée complexe et du fait qu'aujourd'hui, il est absolument indispensable de multiplier les grilles de lecture pour toucher du doigt non pas la vérité, parce que je pense que dans un monde de plus en plus complexe, la vérité est de plus en plus difficile à toucher du doigt, mais à minima se réconcilier avec une certaine approche de la vérité, accepter des paradoxes plutôt qu'essayer de les résoudre. Mais ça, je pense que c'est extrêmement compliqué. Dans la société française qui est la nôtre, il y a une faillite coupable, selon moi, des élites intellectuelles, dont nous faisons partie, à rendre accessible cette complexité aux gens qui ont besoin de pouvoir s'en emparer pour avoir envie du monde de demain. Et si je vous livre mon expérience d'entrepreneur qui accompagne la transformation d'organisations, de grosses boîtes composées essentiellement de cols bleus, de PME et d'ETI sur le territoire, parce que c'est la physionomie du paysage économique en France aujourd'hui, on s'est aperçu qu'avant de parler de transformation, du monde, de la France ou de l'entreprise, avant de parler de formation, parce qu'on va probablement parler d'éducation, de montée en puissance de l'intelligence, des connaissances, qui sont des clés au sujet d'aujourd'hui, il faut peut-être parler d'information et rendre accessible, donner des grilles de lecture, donner envie, expliciter de manière non pas simpliste parce que ça fait le lit du populisme, mais simple, accessible, ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Rendez-vous compte, en fait, là on est face à une population plutôt digitale, mais
quelqu'un de normal. La digitalisation, l'accélération, la globalisation, la plateformisation, l'ubérisation, les transformations génétiques, l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est extraordinairement complexe. Et ce sont des mots qui qualifient le contemporain, qui sont autant de menaces et de fantômes pour les jobs de 99% des gens. Et donc pourquoi en étant arrivé là? Probablement parce que les gens voient le contemporain comme une menace, le rejettent, et à côté de la tétanie que j'évoquais tout à l'heure, se disent « Ok, en fait, tout ça, c'est pourri ». Et donc si tout est pourri, on ne fait rien, et on s'enlise dans un espèce de défaitisme, voire parfois de passéisme, qui est extraordinairement dangereux et qui nous ramène à 39, en fait, où on se dit « Ok, très bien, c'est la merde ». On se replie sur des communautés, on se replie sur nous-mêmes. Et le digital, dans ce cas de figure, accentue cette fracturation qui revient sur l'élément essentiel, qui est l'homme, qui est un peu désarçonné, je pense. Je vois que ça va mieux, Emmanuel. Donc, est-ce que finalement le problème est trop complexe à gérer, ou est-ce que la démocratie est plus adaptée à traiter un problème aussi complexe, mélangeant des intérêts court terme et long terme, avec des enjeux long terme bien plus importants que les enjeux court terme? Rassurons-nous sur ce point tout de suite. De toute façon, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas d'autre système à notre disposition. Donc les prophètes du dépassement de la démocratie, je les attends pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils vont mettre à la place. Donc de toute façon... Oui, il faudrait qu'ils soient élus démocratiquement. Mais même vous savez, on entre là dans un débat très complexe sur l'input et l'output démocratique, qui fait que des systèmes peu démocratiques peuvent être perçus comme relativement satisfaisants pour les gens, parce qu'il apporte une satisfaction à leurs besoins politiques, même fondamentaux. Bon, mais c'est un autre débat. Justement, je voudrais introduire un élément de complexité supplémentaire par rapport à ce que disait Emmanuel. Merci. Parce que le point sur lequel je ne suis pas convaincu, c'est que la population digitalisée passe ses jours et ses nuits à réfléchir sur la complexité du monde dans lequel elle vit. Je pense qu'elle est aussi simpliste que le reste de la population, et ça n'arrange pas nos affaires. Je crois que nous ne sommes pas en désaccord, d'ailleurs. Le point, je dirais, on peut le résumer très simplement, c'est un événement civilisationnel. Et c'est ça qui fait la question d'aujourd'hui. Il y a eu un tournant. Ce qui définissait la vie en société, c'était l'intérêt de chacun pour ce qui est le commun, justement. C'était essentiellement des croyances religieuses, le culte patriotique, le sens de la nation ou d'un intérêt général plus ou moins mythologique. Aujourd'hui, il y a eu un basculement complet. Ce qui intéresse en priorité les gens, et là, du col bleu de base jusqu'au PDG, c'est ce qu'il vit, lui, en particulier. Ce n'est pas ce qui se passe en commun. Et la conviction optimiste, mais qui est aujourd'hui l'interrogation, parce qu'elle est démentie de tous les côtés, c'est que finalement, la somme de tous ces intérêts que chacun porte à sa petite expérience, à son petit monde, forme finalement un commun satisfaisant. Alors qu'avant, quand on essayait de mettre quelque chose en commun, que ce soit la science, que ce soit la raison, que ce soit la religion, on avait un fédérateur naturel. Eh bien, on se dit qu'on a mieux que ce fédérateur naturel, qui est l'espèce de somme automatique qui résulte de toutes les visions particulières. Et qu'au fond, c'est ça la société de marché. Et cette société de marché, elle a une propriété, c'est qu'elle ne cherche pas à se comprendre, puisqu'il suffit de mettre bout à bout les interactions de toutes les particularités où chacun voit son petit intérêt, son petit droit, sa petite cause, et à tous les niveaux, parce que ça se retrouve aussi dans le champ politique, ô combien. Et d'ailleurs, ça implique une certaine compréhension de la démocratie, justement. Ça enracine la démocratie, parce qu'il revient aux dirigeants politiques de faire, tant bien que mal, fonctionner ce marché. Alors, c'est plutôt chaotique, mais finalement, on doit y arriver. Et il ne faut pas qu'ils aient trop d'ambition, parce que alors là où est-ce qu'on irait précisément, ils voudraient nous imposer une vision commune, qui est ce qu'on rejette, a priori. Donc, ce meilleur présumé n'est pas au rendez-vous.
Mais pour le retrouver, il faut changer complètement le modèle dans lequel nous fonctionnons spontanément. C'est pas Alors comment on le change? Justement, c'est ça la question. Voilà. Comment on va le changer, ce modèle? J'ai envie d'évacuer le point de la technologie. C'est pas la technologie qui va nous résoudre le problème? Vous êtes tous d'accord? Ça peut être l'un des outils qu'on utilise pour résoudre le problème, mais ce n'est pas ça qui résout le problème en soi. Il faudrait être complètement naïf pour penser que la technologie va nous sauver. On le voit sur les questions de... On l'a vu de façon dure sur un sujet qui est peut-être le plus impactant sur le long terme, qui est celui de l'éducation. Comme on sait bien, l'éducation, ça guérit tous les maux, mais c'est très long à agir. Et très régulièrement, on a pu croire que les innovations technologiques allaient faire des bons à l'éducation ou la révolutionner. Et à chaque fois, pour l'instant, ça s'est avéré un échec, au sens où le cœur de l'éducation aujourd'hui, dans tous les pays, ça reste le rapport maître-élève dans une salle de classe en face à face. Pas l'unique, mais de très loin ce qui impacte le plus sur l'ensemble. Et pour l'un des sujets sur lesquels j'ai eu le plaisir de travailler pendant la première année de mandat, qui était l'évaluation et les propositions d'amélioration de la qualité d'éducation mathématique en France, de très loin, ce qui améliorera notre qualité d'éducation, c'est la mise en place, c'est la refonte du recrutement, de la formation, de l'accompagnement des enseignants, bref, des mesures par rapport aux ressources humaines que sont les enseignants. Et tout ce qui est technologique viendra en complément, en aide, en dépassement, mais ce ne sera pas le cœur du problème. Alors, le titre, c'était comment? C'était le monde meilleur. Donc là, on est un peu sur la France. Quand on est comme ça. À quelle échelle ça se résout, un problème comme ça? Moi, j'aurais envie de dire que ça se résout au problème où ça peut se résoudre. Je vais encore refaire le parallèle avec le monde de l'entreprise, où aujourd'hui, une entreprise, c'est un microcosme de société. Donc on peut y lire en transversal un petit peu tous les enjeux qui parcourent la société aujourd'hui. Et l'entreprise, elle est en proie à plein de défis, plein de réflexions. Donc je pense que ça ne vous a pas échappé, la libération des organisations, l'allocratie, qui sont des réflexions du même acabit que celles qu'on a tout de suite. OK, comment est-ce qu'on réinvente la gouvernance, la répartition du pouvoir et des responsabilités dans l'entreprise? Et finalement, ce qui est en train de pointer son nez, c'est qu'il n'y a qu'un modèle qui fonctionne vraiment bien, et ça va répondre à ta question, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, c'est la prise de décision et l'action au niveau le plus opportun possible. Alors, mis à l'échelle du globe, je ne sais pas exactement ce que ça pourrait donner. Mis à l'échelle de l'entreprise, c'est des modes de fonctionnement qui sont extraordinairement vertueux, qui sont hyper libérants des potentiels parce qu'on sort des logiques de silo, des logiques top-down, des logiques de caste, qui gangrènent la société comme les sociétés. Mise à l'échelle de la marine nationale que je connais assez bien, ça donne quelque chose de très simple. Quand vous embarquez sur un porte-hélicoptère où il y a 400 âmes et que la nuit tombe, il y a une délégation de pouvoir du commandement au barreur, le barreur ayant 18 ans en l'occurrence, puisque dans la marine, la fonction prime sur le grade. Alors, c'est une manière détournée de répondre à ta question, mais je pense qu'il y a derrière ces thématiques de subsidiarité des choses à aller chercher d'un point de vue gouvernance globale pour répondre à ces enjeux. Premier, le monde, dans la perception qu'on en a dans le cadre de vie, c'est à la fois élargi et rétréci. Dans le cadre, quand on regarde les enquêtes, par exemple, comment les gens se perçoivent dans leur ville, dans leur métropole, il y a à la fois la perception à une échelle de proximité, par exemple, à échelle parisienne, l'échelle du quartier prime sur l'échelle d'arrondissement, et en même temps, la conscience que beaucoup de problèmes ont des solutions à chercher en grand, et pour le coup, très au-delà des limites d'une ville. Et on se retrouve sans arrêt en train de travailler à la fois à petite et à grande échelle. Ça dépend des problèmes. On va regarder sur un autre sujet, sur comment avoir un monde meilleur, un cybermonde meilleur. On a vu que, à la fois, on doit regarder les choses très en grand pour tout ce qui est
partage de données, et ça nous a été le règlement général de protection des données. L'échelle européenne était la seule acceptable. N'importe quelle échelle plus petite aurait échoué. Et en même temps, on se retrouve à devoir travailler de façon très locale sur des questions de mariage des compétences, sur des questions de solutions de proximité. On est dans un monde où à la fois on a la communication instantanée de tous les côtés, instantanée à tous les sens, qui s'est invitée dans notre quotidien, et où la plupart des grandes innovations se font encore en contact physique, avec des gens qui sont dans le même bureau ou la porte à côté. Bref, on a à la fois la très grande échelle et la très petite. Oui, je sais pas. Évidemment, je les avais posés dans ma question, mais ça peut bien sûr être les deux. Eh ben voilà. Bon, bah, on va faire la même chose sur le court terme et le long terme maintenant. Mais là, je suis quand même un peu obligé de les opposer, parce que quand je vois ce qui se passe, j'ai plutôt l'impression que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions court terme. Comment concilier ce changement de... Comment avancer, faire progresser ce monde dans un moment où chacun ne pense qu'au court terme et n'est incapable de penser à une vision plus longue que celle-ci. Moi, je profite de la présence de Cédric pour faire une proposition que j'avais faite au candidat Macron dans l'entre-deux tours. Voilà, parce que peut-être que tu vas l'entendre. Une manière... Ça n'a pas l'air gagné, mais vas-y quand même. Je vais essayer. Alors évidemment, c'est pas une baguette magique, mais une manière peut-être d'inoculer le virus du temps long en politique pourrait être de mettre en place un espèce de ministère du futur, de manière un peu matricielle, comme dans les organisations. Hein. Il y a des sujets métiers, puis vous avez des orientations clients, vous avez des défis transversaux. Et moi, je trouve que ça aurait de la gueule, en fait, un ministère du futur qui, en transversal, projette et crash-teste les décisions prises à court, moyen et long terme. Ouais, vous pouvez applaudir. Cédric a déjà écrit 3 réponses sur la feuille. Hein. Sachant que je trouve que c'est quelque chose que, d'une certaine manière, on doit aux générations à venir. Et qu'on est dans un monde qui est de plus en plus transparent. Quand vous voyez que vous notez Uber, que vous avez Yuka aujourd'hui pour n'importe quel produit. Enfin, moi, mon chéri, c'est un malade de ça. Il va dans une pharmacie et maintenant, il n'achète plus rien sans passer au screen l'intégralité des dentifrices. En fait, je trouve qu'il faudrait adopter exactement la même logique dans le monde politique et que ça serait extrêmement vertueux et sain de prendre des décisions en sachant. Parce qu'à un moment donné, un collège d'experts, de scientifiques, de jeunes et de vieux sages ont analysé les décisions prises et ont justement fait ce travail de prospective sur le temps très très long et d'héritage qu'on va léguer aux générations à venir. Et d'ailleurs, petit aparté, Kofi Annan parlait de ma génération et a fortiori de la génération de nos enfants comme d'héritiers sans héritage. Et je trouve qu'un ministère du futur ou un conseil du futur à la mairie de Paris aurait du sens pour léguer un héritage aux enfants de nos enfants. T'es en train d'écrire le programme. Trop fort, Cédric. Alors, il y a effectivement, ces dernières années, Dominique Bourg avait fait ce plaidoyer pour une chambre du temps long qui aurait été une sorte de conseil placé auprès du Parlement, comme une troisième chambre dans laquelle on aurait mélangé des représentants associatifs, des experts scientifiques et des citoyens tirés au sort. Emmanuel, qui est bien plus calé en politique qu'elle ne veut le croire, a bien compris qu'en France, ce n'est pas le Parlement, mais le gouvernement qui a le pouvoir, et que donc il faut installer ça sous forme de ministère. La question du temps long, très difficile en politique. Et ce qu'on est forcé de constater, c'est qu'aujourd'hui,
le pays qui a la capacité de prendre des décisions et de suivre le plan pendant très longtemps, sans conteste, c'est la Chine. Voilà, on va construire ce truc-là. Et ils construisent le truc sans discontinuer, sans que ce soit remis en question. Et c'est comme ça aussi qu'ils se retrouvent à avoir tous les grands projets d'équipement scientifique que vous pouvez imaginer, que ce soit la recherche nucléaire, ou l'exploration spatiale, ou les très grands synchrotrons, tout ce que vous voulez, quel que soit le truc que vous imaginez, il y en a un en construction en Chine en ce moment, qui sont à chaque fois des projets qui s'étalent sur du temps très long. On a sans arrêt dans l'exercice politique ce tiraillement. Je vais en prendre un exemple concret, simple, ou plutôt compliqué dans l'actualité, puisque ça s'invite dans le débat parlementaire d'aujourd'hui, la politique de rénovation des passoires thermiques. Comme on sait bien, la rénovation des bâtiments, c'est une composante fondamentale de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ça représente peut-être un quart des gaz à effet de serre. Comme on sait bien, c'est quelque chose sur quoi on prend des engagements sans arrêt et qu'on ne les respecte pas. Ça a commencé avec le Grenelle de l'environnement et ça a continué après. On a tenu quelques pourcents des cibles qu'on s'était données à nous-mêmes. Et comme on sait bien, c'est une marche obligée, la rénovation thermique, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 que se fixe le gouvernement, que se sont fixés un certain nombre de gouvernements dans les démocraties occidentales. Et pour commencer par un grand programme de rénovation, autant commencer par les passoires thermiques, les bâtiments qui laissent le plus passer le froid, ceux pour lesquels la facture énergétique est la plus élevée, ceux pour lesquels il y a aussi un enjeu social à forcer les rénovations pour éviter que ça pèse trop lourdement sur le budget des locataires. Et là, on sent très clairement qu'on a une hésitation du pouvoir politique au moment où il s'agirait de prendre la décision. Parce que, oui, mais est-ce que cette obligation supplémentaire, ça ne va pas refaire un mouvement social? Est-ce que ça ne va pas être vu comme punitif? Est-ce qu'on ne va pas voir les gens dans la rue? Et ici, très clairement, on a ces inquiétudes de court terme qui viennent en travers, qui viennent peser sur le choix du politique par rapport à ces décisions qui sont de long terme. Personnellement, je fais partie de ceux qui croient qu'il faut à toute force avoir des objectifs très volontaristes en la matière, aussi parce que ces passoires thermiques, c'est que le premier pas d'une série qui va être encore plus longue et encore plus dure de rénovation de tout le parc, petit à petit. Et c'est un débat qui s'invite de façon très forte aujourd'hui. Peut-être qu'il y a, en tout cas, je suis l'un des signataires d'une tribune, d'une lettre ouverte au Premier ministre qui paraît aujourd'hui dans Le Monde avec un certain nombre de députés et un grand nombre d'associations, d'ONG sur le thème de l'environnement qui exhortent le gouvernement à ne pas avoir la main qui tremble. Merci. J'ai envie de poser une question à Marcel. Est-ce qu'on peut faire confiance à nos politiques pour nous amener vers un monde meilleur, ou est-ce que ça doit être une initiative plutôt du peuple, autrement, des sociétés? Apparemment, les Chinois ont trouvé la solution. Une bonne dictature. La question, c'est est-ce que nos démocraties sont capables de créer le mécanisme, est-ce qu'ils doivent prendre une forme institutionnelle, c'est toute la question, par lequel ce souci du long terme et d'un monde meilleur peut devenir une partie essentielle du fonctionnement démocratique et du fonctionnement entrepreneurial, en plus, ce qui n'est pas une mince affaire parce que les contraintes sont encore d'un autre ordre. Je crois que c'est possible, mais je ne crois pas que la solution soit dans une recherche de mécanismes institutionnels nouveaux. C'est vraiment l'affaire d'une réforme de l'entendement, comme on a pu dire en des termes très classiques. Parce que je crois que l'un des dangers de la culture démocratique, spontanément, c'est l'institutionnite. Ça ne marche pas, on va faire une institution, une commission, enfin tout ce qu'on veut, un conseil, ça ne manque pas. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que, entre parenthèses, moi je trouve l'idée très sympathique. J'ai eu l'occasion jadis d'en discuter avec Dominique Bourg. Et l'inspiration est évidemment essentielle. Mais comment on va la composer, cette chambre du futur, ou comment va-t-on nommer le ministre du futur, et comment va-t-on composer son cabinet si on fait un ministre? Là, comme un autre ministre, non?
comme un autre ministre. Ben voilà. Et je pense, quand on connaît un peu la tambouille qui préside à ce genre de désignation, qu'on peut être inquiet sur le résultat. Du coup, on n'a pas avancé. Hein. En revanche, on n'était pas loin. En revanche, c'est dans le mécanisme démocratique lui-même qu'il faut remettre ou mettre, parce qu'il ne l'a jamais été vraiment. Le souci du long terme, il a toujours été matérialisé en politique dans un secteur, et un secteur bien précis, la défense. Et là, on travaillait à long terme, et quand on avait en plus l'armée rouge à quelques centaines de kilomètres, ça stimulait l'imagination du long terme. On ne l'a plus, et c'est bien pour ça qu'on a sombré aussi dans un court-termisme qui paraît la facilité de tous les jours. Mais le point crucial, c'est de remettre... Comment remettre cette préoccupation? Elle est dans la société, chez les citoyens. La démocratie, ça restera toujours ce qu'en font les citoyens. N'attendons pas des constitutions ou des mécanismes politiques ce que chacun de nous doit être en mesure de faire. Et de la même façon, dans les mécanismes de la politique, il y a un lieu naturel du long terme. C'est la délibération parlementaire. Pourquoi aller chercher plus loin? Encore faudrait-il se préoccuper de la réhabiliter sérieusement et que ça ne soit pas dans une tribune du Monde que le souci du long terme en matière de lutte contre les passoires énergétiques se déroule, mais dans une discussion qui recueille l'adhésion du public des citoyens et qui les fasse réfléchir. C'est là que ça se passe. Donc, la question, c'est le mode de pensée qui produit le court-termisme. C'est le mode de pensée qui produit un certain type de fonctionnement politique. Et par exemple, le fonctionnement politique qui privilégie l'exécutif au motif de l'efficacité, alors que c'est le motif de l'efficacité à court terme. Parce qu'il est plus dépendant que jamais de ce qui va être décidé dans l'instant, puisque c'est lui qu'on voit. Un gouvernement qui recueille les fruits d'une délibération parlementaire est en fait beaucoup plus libre de son action qu'un gouvernement qui est en première ligne sous prétexte d'efficacité et qui songe à la prochaine échéance électorale. Donc, je crois qu'il y a nous avons tous les éléments, mais l'élément qui nous manque, c'est le mode de réflexion intégrant systématiquement la réflexion sur les conséquences de l'action avec ce que ça suppose d'interaction entre le gouvernement et la société, de citoyenneté active. Qu'est-ce qui représentait, il n'y a pas si longtemps, le souci du long terme en politique? Les programmes des partis. Ils avaient des programmes. Ils nous disaient vers quelle société... Il n'y a plus de partis maintenant. Mais non, il n'y a plus de partis et de toute façon, dans la phase intermédiaire, il y avait des partis sans programme. Donc, c'est là que ça se passe. Et je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Et nous pouvons nous donner un objectif, puisque les Chinois nous aident. Nous n'avons plus la guerre froide, nous avons une guerre pour laquelle on n'a pas de nom, on a un système compétitif. Est-ce qu'ils vont faire mieux que nous? Est-ce que nous sommes capables de faire mieux qu'eux? Voilà une compétition tout à fait pacifique, mais qui mérite qu'on se mobilise pour elle. Tu veux ajouter quelque chose, Emmanuel? Oui, en fait, je me disais, en vous écoutant, Marcel, que tout cela ne vaut que si on croit encore à la démocratie et qu'on joue le jeu démocratique. La difficulté à l'heure actuelle, c'est que l'absentéisme est très important et quand on analyse les jeunes générations, je pense que vous avez vu une enquête récente de peut-être la Fondapol, je crois, qui montre que les jeunes plébiscitent de plus en plus des régimes autoritaires en se disant que la démocratie n'est pas suffisamment efficace ou à la hauteur des enjeux de notre temps. Et donc moi, je pense qu'il faut aussi peut-être désacraliser l'institution politique et les hommes politiques pour se dire que finalement, aujourd'hui, la chose politique appartient à tout le monde. Et que dans un contexte de transition globale, de post-modernité, de post-matérialisme, de post-démocratie, de post-vérité, de post-État-nation, il appartient peut-être à tous de s'emparer de la chose politique, donc de cette réflexion sur le commun à son niveau, en subsidiarité.
Donc laissons à l'État ce qui appartient à l'État, laissons aux institutions supranationales ce qui leur appartient, et regardons aussi au niveau des corps intermédiaires le rôle qu'ils peuvent jouer, et au niveau des citoyens, le rôle qu'ils peuvent et doivent jouer. Au niveau des corps intermédiaires, il y en a plein. Il y en a un que je connais très très bien, qui est l'entreprise. Et je pense que c'est un lieu aussi où on est en train de faire de plus en plus de la politique, au sens résorber, appréhender, faire face à tous les sujets qu'on vient d'évoquer pendant 30 minutes. La loi Pacte, alors elle a créé un appel d'air qui est intéressant, mais depuis des décennies déjà, vous avez des entrepreneurs fondateurs, des aventures entrepreneuriales familiales qui sont portées par des visions politiques, par des visions humanistes, parfois par des visions qui sont un peu colorées par du protestantisme ou du catholicisme, et qui sont des visions qui sont très marquées en fait sur un bien commun, sur l'idée d'une prise de responsabilité politique, sociétale, environnementale de l'entreprise dans la cité, pour les hommes de dedans et pour les hommes de dehors. Donc je pense qu'il y a aussi en fait un défi de réappropriation par tous de la chose politique. Le politique n'a jamais été aussi faible aujourd'hui, et en même temps la politique n'a jamais été aussi vitale. Parce que ce qu'on attend tous là, je reprends mes petits spectateurs atterrés de tout à l'heure, mais on attend tous un homme providentiel en se disant, voilà, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, par son charisme, par sa vision, par son authenticité et ses convictions, va me donner du rêve et je vais m'inscrire dans le sillage de ce rêve. Mais wake up les gars, en fait, ça n'existe pas. Et donc, à un moment donné, oui, il y a des choses qui relèvent de la responsabilité politique, et probablement qu'on manque immensément de panache, d'héroïsme, de don de soi, d'authenticité, d'humilité au niveau politique. C'est absolument évident. On manque probablement aussi de cohortes de leaders, et non pas d'un chevalier solitaire. Mais au niveau de tout le reste de la société, en fait, il y a des défis politiques qu'on peut appréhender. On n'a pas le temps d'attendre un homme providentiel qui n'arrivera jamais. Donc je pense que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des syndicats qui sont en train de s'emparer d'un certain nombre de sujets éminemment politiques, que ce soit au niveau des entreprises. Il y a une enquête du Civipof là, qui disait que aujourd'hui les Français n'ont plus foi en rien, si ce n'est en deux choses, l'armée. Parce que évidemment, voilà, c'est le temps long, c'est l'engagement, le courage, l'abnégation, etc., des valeurs qui sont en voie de disparition aujourd'hui, et les entreprises. Et donc je pense que c'est tout à chacun de prendre ses responsabilités. Il ne faut surtout pas bypasser les corps intermédiaires dans un contexte de réinvention comme celui-ci. Merci. On a bien dépassé, Emmanuel, je te laisse. On va prendre les premières questions. Si vous avez eu le temps de poser des questions. Pas de questions ? On n'a pas complètement résolu le problème. Non, mais quand comme même, elle disait, Emmanuel, wake up les gars, c'est ça qu'elle a dit. Allez, wake up, qu'est-ce que vous faites ? Posez des questions. Comment rallier les pays en voie de développement aux problématiques d'écologie quand cela semble si loin de leurs priorités ? Déjà, en étant bons élèves nous-mêmes. Ouais, en montrant l'exemple. En montrant l'exemple, c'est au moins le minimum. Et a fortiori, dans la France, le pays de la COP21, le pays qui s'est toujours rêvé comme montrant le chemin pour les autres pays. Et puis après, on a cette question. D'une part, le problème que les relais politiques sont... Il y en a peu de relais politiques sur lesquels on peut s'appuyer un peu partout dans le monde, on va dire. On prend les situations politiques en Afrique, par exemple. Très peu sont stables, efficaces et tout ce qu'on veut. Et donc, on en est donné l'exemple et le minimum qu'on puisse faire. Marcel, Oui, je crois que justement, de toute façon, il ne suffit pas... La question est très intéressante parce que le mot qu'elle emploie est typique. Sensibiliser les pays en développement. Mais je dirais que leurs populations, elles sont sensibilisées. Mais ce dont ils ne disposent pas en général, spécialement dans le cas africain, c'est de toute façon d'appareils publics efficaces
pour mener une politique écologique. Donc il y a une sorte de priorité à l'aide politique ou à l'imagination en la matière, parce que tout ce qu'on a fait comme nation state building, c'est pas très convaincant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est là que ça se passe. Parce que de toute façon, sans des relais puissants et dans lesquels les gens ont confiance, vous n'avez pas de politique écologique possible. D'expérience, pour monter un projet en Afrique, le plus souvent, ce qui vous fait défaut, ce n'est pas les financements, c'est l'appareil organisationnel local, les cadres et tout le système, toutes les organisations dont on s'était jamais rendu compte à quel point on repose dessus en Europe en particulier. Et Ça va de soi. pour nous, ça va de soi. Et quand la du décolonisation est arrivée, on s'est dit en quelques décennies, les pays africains remonteront, rattraperont tout le retard et tout. On avait complètement sous-estimé la puissance des liens invisibles d'appareils, d'administration, de structuration humaine. Alors ici, pourquoi ne pas augmenter les pouvoirs du Conseil économique, social et environnemental pour avoir cette pensée long-termiste? Alors là, c'est justement tout le sujet. Que faire du CESE? Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il ne fonctionne pas à la hauteur des ambitions. Personne ne sait trop comment faire. Et de façon générale, tout ce qui est contact entre expertise et politique, on a le plus grand mal à le mettre en œuvre. J'ai siégé pendant des années dans un conseil qui s'appelle Conseil stratégique de la recherche. Il ne fonctionne juste pas. Et n'est pas réuni, les heures du jour, c'est pas ça. Et depuis des années, régulièrement, on change la formule en se disant celui-ci va marcher. Il ne marche pas non plus. Et là aussi, chaque fois qu'on croit qu'on va résoudre un problème culturel avec une institution, on se plante. Alors, je n'ai pas répondu à la question. Qu'est-ce qu'on va faire du CESE? Mais ça va être sur la table de la révision constitutionnelle bientôt, quoi. Les démocraties occidentales sont-elles au final moins efficaces que les régimes autoritaires tels que la Chine? Alors d'abord, il n'y a pas tellement d'exemples. Hein. Tout à l'heure, là, on parle de la Chine qui est un peu un exemple singulier, mais les régimes autoritaires qu'on a pu voir dans l'histoire, ils ont échoué à être efficaces. Je veux dire, la Russie, toutes les dictatures communistes. On a cru, dans les années 50, on se disait avec la planification organisée, l'économie de la Russie va dépasser celle de tous les autres États. Pas du tout. C'était pas efficace, c'était pas durable et ça a été une catastrophe. Et l'exemple chinois est singulier. Alors, il faut encore attendre avant de voir si quel va être le bilan écologique de la Chine au final, quelle stabilité. Il y a de toute façon pour la plupart des Occidentaux, ne seraient certainement pas heureux de vivre en Chine pour tout un ensemble de raisons. Et c'est très dur de comparer. Quand on dit efficacité, c'est efficacité selon quels critères? Oui, il faut d'abord dire que la Chine est un miracle. Parce que normalement, un système communiste, on a fait beaucoup d'analyses là-dessus, est dysfonctionnel par structure. Il y avait un économiste qui disait que c'était la Chine, le pays qui a échoué, a échoué. Tout le monde disait ça doit échouer, ça va échouer, année après année. Pour l'instant, ça n'a pas échoué. Voilà, donc on n'a pas encore la solution de ce mystère où, je crois, la culture chinoise, héritée, pas celle des communistes, joue un rôle absolument essentiel. Ils ont une ressource culturelle qu'ils n'ont pas détruite. Finalement, la réussite de la Chine, la meilleure variable explicative, peut paraître le fait que l'expérience communiste a été relativement brève et que la société chinoise, dans son tréfonds culturel et civilisationnel, est restée en place, là où partout ailleurs, et singulièrement en Russie, le système communiste est parvenu à détruire intégralement la société dans son héritage profond. Et du coup, la sortie du communisme produit un dysfonctionnement encore supérieur, d'ailleurs, à ce qu'était le dysfonctionnement communiste. Donc là, on est sur on est vraiment devant des questions où nous n'avons pas de réponse fiable et consensuelle. Et en 2 minutes, en plus. Finalement, est-ce que la démocratie reste un modèle de régime pouvant permettre le temps long et le monde meilleur? Mes amis, il faudra attendre un temps long avant de pouvoir répondre à cette question. Le temps long politique est écoulé. Je le crains. C'était un plaisir, cher François, cher Marcel, cher Emmanuel. Le temps long politique, c'est quelques minutes. Le temps long politique est écoulé aussi. C'est pour que tu essayes de répondre à cette question. Ah non, je croyais que tu étais en train de sonner la fin de la table ronde. Non, il reste un peu.
Alors, petite question, si la démocratie est le meilleur système, pourquoi n'est-elle pas utilisée dans les entreprises ? Ça, c'est une bonne question, parce qu'elle permet de voir ce qu'est la difficulté de la politique sur laquelle il est trop facile de jeter l'opprobre sans regarder ce qu'est son problème intrinsèque. La démocratie, ça marche à l'échelle d'un pays global. La différence entre ce que fait la politique et ce que fait une entreprise, c'est que l'entreprise a un objectif clair. L'efficacité basique, premièrement, survivre. Ce qui n'est pas évident déjà, et se développer. On sait comment faire ça. On a en gros la martingale qui permet, avec plus ou moins de bonheur, d'aboutir à ce résultat. Mais l'objet de la politique, il est complètement différent. Et c'est pour ça qu'il y a de la démocratie. La démocratie, c'est mettre ensemble des finalités totalement hétérogènes. Dans l'entreprise, il y a une finalité principale qui se subordonne clairement toutes les autres, même s'il y en a d'autres. Il n'y a pas que le profit et les objectifs à court terme pour faire plaisir aux actionnaires, on le sait bien. Mais il y a un objectif très clair, une finalité fondamentale. Il n'y en a pas dans la démocratie. La démocratie, c'est la coexistence des finalités et l'arbitrage entre elles, avec les aléas, le chaos souvent dans la confrontation qui en résulte. Donc, on comprend très bien pourquoi il faut la démocratie dans la société, mais pourquoi, quelles que soient les vertus de la démocratie dans la société, elle n'est pas faite pour l'entreprise. Elle n'est pas faite pour l'entreprise, ce qui ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas à se préoccuper d'un certain nombre de valeurs qui sont à l'œuvre dans la démocratie avec lesquelles elle doit composer. C'est la difficulté de l'art de l'entrepreneur. Il a une finalité et puis il a des valeurs qui sont celles de ses salariés, les siennes propres d'ailleurs, avec lesquelles il doit opérer un compromis. Mais la démocratie, c'est le compromis généralisé. Si on a le compromis généralisé dans l'entreprise, je doute qu'elle survive. J'ai une petite différence aussi. Pour avoir été entrepreneur, je m'étais posé cette question en me disant mais ce serait quand même bien si finalement tous les salariés m'élisaient président de la boîte. Puis après, j'ai réfléchi un petit peu. Il y a quand même une grosse différence, c'est que quand les salariés partent, quand je suis dans une entreprise, leader de mon entreprise, quand mes salariés partaient, moi je restais président de la boîte, donc fondateur, propriétaire, je restais, alors que finalement, en politique, c'est l'inverse. Le président part et le peuple reste. Alors, peut-être une dernière question. Si on ne sait pas répondre à la question, ne doit-on pas être humble et juste s'interdire de continuer à dégrader la situation ? Le problème, c'est que actuellement, vu le tour qu'ont pris les choses, c'est si on ne fait rien qu'on va dans le mur. Et donc, quand on dit s'interdire de continuer la dégradation, ok, qu'est-ce qu'on s'interdit exactement et collectivement, et comment on le décide? C'est pas simple. C'est pas simple. Tu veux vraiment qu'on reste là-dessus? Alors, on peut dire que on vote les bonnes lois, on fait les bonnes actions, on se lance sur la bonne éducation, on fait la bonne révolution culturelle et tout ça, ok. Mais le gros sujet, c'est comment est-ce que, premier, trouver la bonne façon, la bonne stratégie, et en deuxième, la mettre en œuvre, l'implémenter sur l'ensemble de la population. Je veux dire, les grands problèmes, si on prend le grand problème écologique mondial, ce n'est pas un problème qui concerne une personne, c'est un problème qui en concerne quelques milliards. Et la décision... Personne n'est épargné. Personne n'est épargné, et tout le monde est partie prenante, complice aussi. Et il y a personne qui est là pour dire, comme dans l'entreprise, voici l'objectif. On reprend l'analogie, toi tu es chef d'entreprise, tu découvres que ton entreprise va dans le mur si on ne fait pas telle modification, tu fais un grand discours et c'est ton boulot, on va convaincre tout le monde, ok, notre nouvel objectif c'est ça, parce que sinon on va dans le mur. Qui aujourd'hui fait le grand discours pour la Terre et comment on arrive à convaincre l'ensemble de la Terre? Ça c'est la grosse question. Dans un contexte où on ne peut pas faire sans les possibles mouvements de foule, sans les écroulements s'il n'y a pas de relais
politique pour diffuser les messages et les décisions, on n'y arrive pas non plus. Si on commence par se disputer entre pays pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, on est embêté. On prend la COP 21. Il en est résulté le traité sur le climat, qui est le traité dont on dit qu'il a été le plus rapidement ratifié dans l'histoire, extrêmement rapide. Bon, sauf que depuis les États-Unis, on dit OK, out. Et même les pays qui ont pris l'engagement, dans bien des cas, les ont pas tenus. La France compris. On n'a juste pas respecté nos engagements de la COP 21. Et c'est le boulot du gouvernement de vérifier et de mettre en œuvre. OK, le gouvernement doit aussi faire face à la grogne des uns et des autres. On a vu à quel point ça a grogné quand ont été mises en œuvre des réformes de fiscalité écologique et à quel point c'est sensible par rapport au dosage. Non, mais vous avez touché à la bagnole aussi. Oui, ben tu vois, Tu vois on pourrait dire, OK, quel est le gouvernement qui dit demain, OK, les gars, nous allons dans le mur, à partir de maintenant, interdiction d'utiliser votre voiture. Le gouvernement résiste pas longtemps, je crois. Et plus de plastique. Et puis le plastique et tout ce qu'on veut. Alors, il y a une analogie qu'il faut rappeler, que j'aime bien. Je me souviens plus quel est l'auteur célèbre qui avait fait cette analogie, qui disait « Nous sommes tous les passagers et les conducteurs d'un grand vaisseau spatial et il n'y a pas de mode d'emploi. C'est la Terre. » Et c'est la vraie question. Comment est-ce qu'on mène la Terre dans la bonne trajectoire? Et même une fois qu'on a le plan, comment est-ce qu'on met le plan à exécution à travers les quelques milliards d'humains qui sont là? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'une étape fondamentale, sans conteste dans le plan, c'est la construction d'une entité politique à très grande échelle qu'on va appeler Europe, qui aura comme l'un des objectifs d'influer de façon forte sur la marche du monde sur ces sujets. C'est sur tous les grands sujets mondiaux, la partition de l'Europe maintenant a joué, c'est se constituer en ensemble fort avec un poids économique, politique, stratégique, militaire tel que les décisions les visions européennes pourront être propagées.